Bon, c'est bon, ça enregistre là. Alors moi, j'aimerais déjà commencer par le fait que Yu-Gi-Oh, ça commence avec un génocide. Voilà, je veux dire que quand Seto Kaiba parcourt le monde pour se procurer toutes les cartes du dragon blanc aux yeux bleus et qu'il décide de quasiment toutes les détruire, moi, j'appelle ça précisément un génocide. Parce que Seto Kaiba, moi, à mon avis, il vient pas plus du Japon que la mère Denis, c'est Seto Kaiba Rovestein. Hein, parce que qui d'autre aurait envie de faire subir un génocide à quelque chose qui est blanc aux yeux bleus? Moi, excusez-moi, mais pour moi, c'est signé. Ça, c'est vérifiable. Mais alors, ce principe de petite bite, de supprimer tous les exemplaires d'une carte la plus puissante d'un jeu, qu'on vienne pas me dire que le Seto Kaiba en question, ce soit un mastermind, quelqu'un avec un cerveau, avec un QI incroyable, alors que le gars fait pas des moves plus intelligents qu'Elon Musk. Parce qu'au-delà, je dirais, la destruction de carton, il y a quand même surtout, je pense, un délit d'initié. Parce que si demain, moi, j'achète tous les exemplaires de Léa Passion, mon petit poney, sur Nintendo DS, et que je les détruis tous, ça va effectivement augmenter la valeur de Léa Passion, mon petit poney, je sais plus ce que j'ai dit, mais en l'occurrence, ça va pas rendre le jeu meilleur. Donc Seto Kaiba, soi-disant surdoué, pour moi, c'est surtout un mongol. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, surtout, avant tout, c'est la coiffure de Yu-Gi-Oh! Alors moi, je suis atteint d'alopécie, effectivement, j'ai pas de cheveux, et je parle souvent de cheveux dans mes vidéos, mais quelle est la coiffure de Yu-Gi-Oh! C'est quoi la logique derrière? D'autant qu'il n'y a pas spécialement d'épisode où il se fait faire une couleur, où il va chez Franck Provost, c'est quoi l'histoire de la coiffure de Yu-Gi-Oh! Enfin, de Yugi, Yugi Muto. Un coup, c'est noir, un coup, c'est un peu jaune, un coup c'est violet, à un moment faudrait savoir. Alors je sais que c'est un design de personnage japonais, un personnage de manga qui plus est, qui se trimballe d'ailleurs avec une ceinture autour du cou, qui je pense serait du plus bel effet dans les soirées interlopes de Bruno Le Maire et Pierre Palmade, mais absolument pas à mon sens dans le design d'un collégien ou d'un lycéen, on sait pas trop, qui serait japonais, qui d'ailleurs n'est pas beaucoup plus extravagant que ça. Son seul trait de caractère c'est d'aimer les jeux en tout genre. D'ailleurs Yu-Gi-Oh au tout début c'est vraiment sot. Quand il dit on va jouer à un jeu, la personne en face elle meurt. Relisez le manga, c'est pas moi qui le dis, c'est vérifiable. Parce qu'au début Yu-Gi-Oh c'est un peu une espèce de redresseur de tort qui organise des jeux un peu à la Jigsaw. Finalement, pourquoi faire? Pour sauver la veuve et l'orphelin. Et au bout d'un moment, l'auteur, Kazuki Takahashi, j'ai envie de rajouter dans la colle, il s'est dit tiens, on va faire du sous-magic, on va enlever les manas parce que c'est trop compliqué, et on va mettre des cartes pièges un petit peu pour surprendre les japonais moyens. Mais au final, dans les cartes Yu-Gi-Oh, il n'y a aucune logique précise. Là, les cartes magiques ont quand même un univers, une histoire. Alors que les cartes Yu-Gi-Oh, pas du tout. Si là, tout de suite, tu me dis que dans les cartes Yu-Gi-Oh, il y a une carte qui s'appelle Tire-li-Pimpon, mes couilles sur ton front, eh ben, j'aurais aucun mal à te croire. Parce que de tout temps, on a été habitué à ce qu'il y ait, je sais pas moi, un magicien, un dragon blanc aux yeux bleus, un dragon noir aux yeux rouges, ou je sais pas quoi, un Kuribo, une espèce de couille hirsute avec des yeux, et qu'en plus il est possible de faire en sorte que ces personnages, que ces monstres puissent s'équiper d'objets comme un bouclier, comme une arme à feu, comme une lance. Bah moi j'ai envie de te dire que derrière tout ce putain de jeu de cartes Yu-Gi-Oh, il y a aucune direction artistique disponible. Et là tout d'un coup en plus tu me dis qu'il y a des espèces de dieux égyptiens qui sont cachés dans les cartes, comme Exodial Maudit, on peut en parler de celui-là, le fameux monstre en kit, il faut le bras gauche, la jambe droite, la jambe gauche, et puis la tête. Et alors j'ai vu aussi qu'il y avait une règle tacite qui faisait qu'on n'avait pas le droit d'avoir plusieurs cartes d'Exodia dans notre deck, pour éviter la triche, soi-disant. Mais j'ai envie de dire, quand sur un deck de 60 cartes, t'en as 5 qui peuvent t'aider à gagner, si tu multiplies ces 5-là, ça peut pas t'aider plus à gagner. Non, alors je suis désolé. Parce que si t'en as que 5 dans ton jeu, t'es sûr que tu vas tomber dessus. Mais si tu mets plusieurs bras gauche et plusieurs bras droits, au bout d'un moment, je suis désolé, mais ta main, elle va être polluée. Ça, c'est vérifiable, c'est mathématique, c'est pas moi. Non, parce que je dois quand même avouer que je me reconnais un peu dans Exodia, finalement. Parce que moi, voilà, on m'interdit de partout, mais une fois que le jeu est posé, il est inattaquable. Non, parce qu'effectivement, pour revenir un peu à Yu-Gi-Oh finalement et arrêter de parler de moi je me rends compte quand même que dans toutes ces cartes de Yu-Gi-Oh, il y a des personnages qui ont des noms vraiment débiles, comme Obélisque le Tourmenteur. Alors je suis désolé, Obélisque le Tourmenteur, moi j'ai envie de vous dire que d'abord Obélisque c'est Gaulois, et il tourmente pas grand monde, parce qu'en France on tourmente pas, contrairement à Benjamin Netanyahou. Voilà, je referme directement la parenthèse pour éviter d'être attaqué par derrière, parce que voilà, les cartes pièges dans la vraie vie, c'est pas tu perds des points de vie, c'est tu meurs. D'autant qu'en plus je me permets quand même de dire que s'il y a aucune direction artistique derrière les cartes Yu-Gi-Oh, c'est que l'existence de chaque carte n'est là que par rapport au scénario. C'est pour ça qu'à la fin on se retrouve avec des cartes complètement débiles, comme force de miroir, diffusion, polymérisation ou chapeau magique. Dites-moi ce que les chapeaux magiques des hautes formes, finalement, ont à voir avec un monde de monstres à la Tolkien. Et dites-moi aussi qu'est-ce que des putains de monstres de dieux égyptiens ont à voir avec des chapeaux magiques. Voilà. Au bout d'un moment, notre ami Kazuki Takahashi, alors paix à son âme, parce que c'est quand même quelqu'un de bien. Au bout d'un moment, Yu-Gi-Oh, malgré le fait que ça rime avec scénario, c'est pas un bon scénario. Parce que si je prends par exemple les 3 épées de la révélation de la lumière de mon cul, alors j'ai rajouté de mon cul parce que je sais plus comment elle s'appelle vraiment, ça
c'est vraiment un truc qui était rajouté dans un chapitre juste pour faire gagner du temps. Je veux dire, à ce niveau-là, c'est très facile de faire un manga sur quelqu'un qui joue avec des cartes, puisqu'on peut à chaque fois créer de nouvelles cartes. Mais alors moi j'ai envie de dire à tous ces mangaka japonais que le jour où ils feront un manga sur des échecs, là ils pourront pas nous créer une nouvelle pièce derrière les fagots pour essayer de contrer l'échec et mat du précédent épisode. Alors il y a eu des mangas sur le Go, mais le Go on s'en branle, on n'y connaît rien. Il y a eu des mangas sur le Mahjong. Le Mahjong pareil, on s'en branle, on n'y connaît rien. Donc je veux dire, moi aussi c'est facile de créer un manga et de changer les règles des cartes à chaque fois. Parce que moi je produis pas des jeux de cartes, je produis du concept. C'est quand même un petit peu mieux, c'est un peu le haut du panier. Mais on pourrait revenir aussi sur cette espèce de fascination dans le manga Yu-Gi-Oh pour l'Égypte. Alors les Japonais, on pourrait en parler des heures, mais ils sont très très forts pour être passionnés par des pays dont ils ne connaissent absolument rien et dont ils se font une idée. Parce que si tu ne lis que Yu-Gi-Oh, pour toi l'Égypte ce sera un pays formidable avec les pyramides et tout un tas de gars qui se baladent en turban. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a une espèce de syndrome de Paris, vous savez, le fameux syndrome de Paris où des Japonais finalement ils viennent à Barbès et ils se rendent compte que finalement c'est plein d'arabes et c'est pas vraiment le Paris chanté par France Gall dans les années 60, et donc ils déchantent un petit peu et ils finissent par se suicider. Le suicide c'est très japonais. Alors je me demande aussi pour les gars qui ont lu Yu-Gi-Oh dans le Weekly Shonen Jump s'il y a le syndrome du Caire, donc tout un tas de japonais qui ont lu Yu-Gi-Oh et qui se disent super, on va aller au Caire, on va découvrir le secret des pyramides, et que finalement ils voient une tonne d'arabes et ils se disent merde, finalement c'est pas si beau que ça. Non mais ça je suis sûr et certain que ça existe, franchement. Quand on voit à quel point les japonais dans les années 70 se sont touchés sur la France grâce au manga Lady Oscar que je conseille à tout le monde, même si c'est un peu LGBTQI de zapper plus à mon goût, voilà. Mais quand on voit à quel point ils se sont branlés sur la France à partir de cette époque-là, tout en imaginant une France qui n'existe pas, parce que ça c'est la France des Lumières, ça c'est la France de la Révolution, c'est pas la France de Cyril Hanouna. Alors je suis certain que malgré lui, Kazuki Takahashi, il a permis plusieurs vols d'échange entre le Caire et Tokyo. J'ai pas les chiffres mais j'ai l'intuition, j'en suis certain. J'ai pas besoin de faire le travail de recherche, j'en suis absolument certain. Mais Yu-Gi-Oh! Alors en manga, il y a que l'histoire de Yugi, en animé, il y a d'autres personnages qui s'appellent plus Yugi, mais le dessin animé s'appelle quand même Yu-Gi-Oh! Je veux dire, à un moment, c'est pas Doctor Who, c'est pas le même personnage qui change de visage, c'est la même série qui prenait le nom du premier protagoniste, mais là, du coup, il devrait changer le nom à chaque fois, parce que sinon, on s'en sort plus. Mais en même temps, s'il changeait le nom à chaque fois, on saurait plus de quelle série ça vient à la base. Donc j'ai envie de dire, dilemme cornélien pour les Japonais de la Toei, qui savent pas comment marketer leur putain de série. Parce que là, pour une fois, je vais ouvrir Wikipédia, parce que je ne suis pas un puits de science, moi, j'émane de la connaissance, mais la connaissance n'émane pas de moi. Alors là, je vais ouvrir Wikipédia pour voir les différents noms qui existent de séries Yu-Gi-Oh! Alors Yu-Gi-Oh! R, Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh! 5DS, Yu-Gi-Oh! Zexal, Yu-Gi-Oh! Arc V, Yu-Gi-Oh! Vrain, Yu-Gi-Oh! Go Rush. Voilà, c'est un merdier sans nom. Et de toute façon, qu'est-ce qui se passe dans Yu-Gi-Oh! Quand on sait pas comment faire avancer l'histoire, on crée une nouvelle carte. Donc le schéma sera toujours le suivant. On sort d'abord une série qui fait avancer l'histoire et après on sort les cartes pour que les petits gamins japonais ou les petits gamins de France et de Navarre puissent se dire tiens, super, je vais utiliser mon dragon blanc à la couille droite pour essayer d'attaquer comme dans l'épisode 26. Mais à un moment, je pense qu'il faudrait arrêter, il faudrait crever l'abcès et arrêter cette putain de série une bonne fois pour toutes parce que ça ne veut plus rien dire. Mais ça, les petits japonais du marketing qui se font des yens à ne plus savoir quoi en foutre et créer des cartes à la con, voilà, dragon jaune aux yeux de nacre, voilà, eux, ils en ont rien à foutre de continuer à utiliser du carton. Alors là, je vais avoir un discours un petit peu écologiste, mais à un moment, est-ce que tout ce putain de carton qui est créé juste pour créer des cartes à la con en japonais, est-ce que c'est pas déjà de l'écoterrorisme? Vous vous rendez compte de tous ces arbres qui sont morts pour qu'on puisse imprimer des Kuribo à 3 pattes ou des dragons jaunes à tête de mes couilles, sans compter le nombre de mangas qui ont été publiés. Il y a 28 tomes de Yu-Gi-Oh! À chaque fois, c'est 200-300 pages. Donc bon, voilà, le principe à la base, au début, c'était sympa, mais je dois quand même avouer qu'au bout d'un moment, il faudrait que ça s'arrête. Parce qu'en plus, là, j'ai pas l'image pour vous montrer, mais la plupart des personnages, des protagonistes des séries Yu-Gi-Oh! Ils ont un look à coucher dehors. Parce que ça faisait déjà partie de l'ADN de base de Yu-Gi-Oh! D'avoir des espèces de mèches à la con dans les cheveux. Et d'ailleurs, si je me souviens bien d'une vidéo du joueur du grenier, ou je sais plus qui, à un moment, quand ils jouent aux cartes, ils sont sur des motos. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, Yu-Gi-Oh! À la base, c'est une bonne idée, mais à cause du capitalisme et du petit japonais qui veut trop gagner pour manger son shirashi le soir, on est envahi de cartes à la con chez les buralistes. Où sont nos bonnes vieilles vignettes Panini d'antan? Ça, je me pose la question. Voilà, donc bon, je pense avoir dit tout ce que je devais dire sur le cas de Yu-Gi-Oh! Enfin de Yugi finalement. Alors je me demande pourquoi il y a le O derrière, on dirait une chanson des Magic System, Yu-Gi-Oh! Voilà, un petit peu d'humour, africano-centré pour une fois. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Mais de toute façon, c'est pas ça qui va les faire changer d'avis. Ils vont continuer encore à produire des cartes encore et encore. Peut-être que bientôt, je sais pas, alors je connais pas du tout comment ça fonctionne, mais rien ne les empêche de créer encore des cartes qui rendent hommage à la toute première série. Parce que de toute façon, maintenant, on n'est plus dans la nostalgie, on est dans la célébration de la nostalgie. Donc, du coup, ressortir les cartes de la première série, avec, je sais pas moi, une espèce de polish un petit peu chromé, une espèce de polish un peu doré, ça c'est totalement possible. Et de toute façon, dans le cœur des fans, il n'y aura que ces
ces cartes-là qui auront de la valeur. On voit à quel prix sont revendus des putains de Dracofeu. Alors que moi, Dracofeu, en 1v1, je lui pète la gueule.